Vous êtes à l'écoute des programmes du studio Kalangu. Merci de votre fidélité. C'est l'heure du débat sur des questions d'actualité que vous vous posez habituellement. Il s'agit du forum du studio Kalangu et aujourd'hui, nous allons parler du thème la lutte contre le VIH-Sida au Niger, défis et perspectives. Je vous rappelle que vous nous suivez grâce à un réseau de 47 radios partenaires qui diffusent nos programmes au niveau des 8 régions du Niger. Nos forums sont également diffusés par 6 chaînes de télévision du Niger. Le virus de l'immunodéficience humaine VIH est un type de virus qui peut conduire à une maladie appelée SIDA, c'est-à-dire le syndrome d'immunodéficience acquise. C'est une infection qui atteint le système immunitaire de défense naturelle du corps contre les maladies. Si la personne atteinte n'est pas vite dépistée et prise en charge, de graves maladies peuvent subvenir. Selon les dernières statistiques sur l'état de l'épidémie du sida dans le monde publiées par le site d'ONU SIDA, plus de 37 millions de personnes vivent avec le VIH en 2020. Environ 28 millions de personnes avaient accès à la thérapie antirétrovirale au 30 juin 2021 et environ 1,5 million de personnes sont devenues nouvellement infectées par le VIH en 2020. Quelle est la situation de la prévalence du VIH-Sida au Niger? Quels sont aujourd'hui les grands défis qui se posent au Niger dans le cadre de la lutte contre cette épidémie? Quelles sont les grandes perspectives de l'État du Niger pour une meilleure prévention contre le sida sur l'ensemble du territoire national? Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité M. Boubou Mamoudou. Il est le directeur exécutif du réseau nigérien des personnes vivant avec le VIH-Sida. Notre deuxième invité est M. Moustapha Issa Moutari. Il est conseiller à l'information stratégique à l'ONU SIDA. Nous avons ensuite Dr Kampaise Mariama Baïssa, qui est chargé de programme VIH au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, OMS Niger. Et enfin, Dr Diallo Nuhu Amadou, il est le coordonnateur du programme national de lutte contre le sida et les hépatites. Bonsoir, chers invités, et merci d'avoir répondu présent à cette invitation du studio Kalangu. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Commençons par la définition du sida. Docteur Diallo, du programme national de lutte contre le sida et les hépatites. Quand on parle du VIH-Sida, qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup pour parler du sida. D'abord, le mot sida, c'est un sigle. C'est un sigle, vous savez bien qu'on appelle ça syndrome immunodéficient acquis. Mais sida aussi, c'est le stade maladie de l'infection à virus VIH. C'est quand le VIH évolue. C'est quand le VIH évolue qu'on va vers le sida. Qu'on va vers le stade de la maladie proprement dite. Parce qu'on peut avoir le virus dans son corps et ne pas transmettre ou bien ne pas être malade du virus. C'est ça qu'on appelle la séropositivité. Maintenant, quand rien n'est fait à ce niveau, donc on évolue vers le stade maladie sida. Ça peut prendre combien de temps environ? Ça dépend. Ça dépend non seulement du virus, parce qu'il y a deux types de virus. Il y a le virus 1 et le virus 2. Donc, ça peut aller jusqu'à une décennie. Jusqu'à une décennie pour avoir vraiment les symptômes. Donc, le stade maladie, ça suppose que vraiment, le virus ayant longtemps séjourné dans l'organisme, donc il a eu le temps d'affecter les cellules immunitaires, c'est-à-dire le système de défense de notre organisme, pour les affaiblir.
Une fois que ces cellules sont affaiblies, donc l'organisme sur un plan général devient affaibli et donc perd son rôle qui est vraiment de défendre un peu les germes qui pénètrent dans l'organisme. Donc c'est vraiment le stade maladie. La personne devient vulnérable. La personne est non seulement vulnérable à beaucoup d'autres maladies parce qu'il n'y a plus de défense. Les cellules qui défendent l'organisme sont affaiblies. Donc toutes les maladies que nous on appelle couramment les maladies opportunistes profitent aussi pour se greffer. Et vraiment, la personne va commencer à développer des vrais signes de la maladie qui sont la fièvre, la diarrhée, la fatigue. Mais avant, il y a d'abord les stades préliminaires qui ressemblent à presque toutes les infections virales. Ça va commencer peut-être par juste une infection grippale ou bien une infection ORL. Après, ça va être l'asthénie, c'est-à-dire la fatigue générale que la personne ne comprend pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça va arriver jusqu'au niveau où les dermatoses, c'est-à-dire les maladies de la peau, vont s'augmenter. Il va y avoir aussi des maladies que nous on appelle les candidoses qui peuvent aussi s'ajouter. Après, le système digestif est perturbé, la personne va avoir de la diarrhée et aussi une fièvre qui perdure, comme on appelle couramment, la fièvre devient à long cours et la diarrhée aussi s'installe à long cours. En fait, bref, beaucoup d'autres maladies se greffent et voilà. Nous avons donc là les symptômes qui apparaissent sous diverses formes. Mais est-ce qu'on a des chiffres par rapport au taux de prévalence du VIH-Sida au Niger, docteur? Alors, la prévalence, d'après les dernières enquêtes qui ont eu lieu en 2012, les enquêtes EDSN, nous avons une prévalence de 0,4%. Donc, on peut dire que sur 1000 personnes au Niger, nous avons 4 qui portent le virus. C'est ça, docteur? Voilà, exactement. Cette prévalence paraît faible, mais en réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si on rentre à l'intérieur et qu'on essaie de répartir cette prévalence à divers groupes, certaines couches de la population, on va trouver qu'il y en a qui frôlent jusqu'à 10% à peu près. Merci beaucoup, docteur Mariama, du bureau de l'OMS au Niger. Quelle est aujourd'hui la contribution des partenaires dans le cadre de la lutte contre cette maladie au Niger? Merci beaucoup, M. Michel, pour cette opportunité. En tout cas, les partenaires sont multiples. Nous avons le principal partenaire qui est, je vais dire partenaire financier, qui est le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme, d'accord, qui finance en tout cas une part importante de la lutte contre le VIH-Sida. Et de l'autre côté aussi, vous avez les agences du système des Nations Unies, dont l'Organisation mondiale de la santé fait partie. Et l'Organisation mondiale de la santé apporte essentiellement un appui technique par rapport à la lutte contre le VIH-Sida, parce que tout ce qui est directive en matière de santé est donné, et le temps est donné par l'Organisation mondiale de la santé. Je vais dire par là, quel que soit le problème de santé, pour son traitement, par exemple, c'est l'OMS qui dit voilà comment on doit procéder d'abord pour le diagnostic, voilà comment on doit procéder pour le traitement. Donc tous les schémas thérapeutiques par rapport à la lutte contre le VIH-Sida au Niger ont été des schémas thérapeutiques qui sont calqués sur les propositions de l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est un aspect. Donc c'est pour dire que nous contribuons à tout ce qui est normes et directives par rapport à la lutte contre le VIH-Sida. Nous contribuons aussi à tout ce qui est planification et programmation, c'est-à-dire sur la base des, des données du pays, nous aidons le programme à faire une analyse en termes de tendance, quelle est la tendance de l'épidémie au Niger, et en fonction de la tendance aussi, on détermine les stratégies de lutte, parce que les stratégies doivent être en cohérence avec les tendances, la tendance observée de l'infection au sein du pays. Donc, en plus de cela, bien sûr, nous les accompagnons au quotidien par rapport à tout ce qui est suivi des données, par exemple par rapport à tout ce qui est renforcement des capacités des intervenants, la formation des agents de santé, par rapport soit au dépistage, par rapport au traitement, par rapport au conseil aussi, le counseling, c'est-à-dire le dépistage comme il n'est pas obligatoire, mais on souhaiterait quand même que tout le monde connaisse son statut sérologique. Il y a une façon d'amener la personne à accepter de faire son test, c'est de donner toutes les informations nécessaires afin de la convaincre à accepter de se faire dépister. Merci docteur. Monsieur Moustapha Issa de l'ONI-SIDA, aujourd'hui on peut le dire de façon claire,
le sida est une réalité, mais il y a des personnes qui ne croient pas à l'existence de cette maladie. Que faites-vous à votre niveau pour arriver à contribuer à cette prise de conscience afin que tout le monde puisse accepter cette existence du VIH-Sida? Merci bien Michel de l'opportunité que vous nous donnez quand même pour qu'on puisse exposer et travailler, parler sur ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Et vous avez commencé dans votre introduction à donner des chiffres qui sont alarmants, ça c'est au niveau mondial. Donc quand on désagrège ces chiffres au niveau du Niger, nous avons environ plus de 31 000 personnes qui vivent avec le VIH. dont on a environ 21 000, plus de 21 300 et quelques qui suivent régulièrement les traitements. Donc voilà, voisin de ces chiffres, on ne peut pas ignorer l'existence du sida. Et encore, au vu du taux qu'ils ont dit, le taux de 0,4%. Donc il faut se dire ou bien se rappeler qu'on est venu de 0,8% depuis 2002 pour arriver à ces 4%. Ça veut dire qu'on a évolué, on peut dire, dans le cadre de la lutte contre cette maladie. On est en train d'évoluer, mais ces progressions, il y a toujours des défis qui restent. Donc il faut se dire, si aujourd'hui nous sommes là dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida, c'est pour qu'on sensibilise les gens, pour dire que le sida n'a pas disparu, le sida est toujours là, ça tue à petit feu. Donc la prévalence des 0,4, comme on est en train de dire, ça cache beaucoup de réalités. Au sein de la population clé, ce qu'on appelle population clé, c'est les professionnels de sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et encore la population carcérale. Au niveau de ces populations, il y a là où la prévalence, on est venu de 20% en 2002 et maintenant qu'on tombe dans environ de 9% pour les populations clés. On est parti de 17,2% pour les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes à environ 6%. Donc voyez-vous, la tendance elle va en progression, mais il y a toujours un danger qui est là. On a constaté une catégorie au sein de ces cibles qui sont les jeunes, au sein desquels cette prévalence est en train d'accroître très lentement. Donc du coup, ça aussi c'est une cible à prendre beaucoup plus au sérieux. Merci beaucoup. Nous avons également M. Boubou Mamoudou, qui est le directeur exécutif du réseau des personnes vivant avec le VIH-Sida. Monsieur le directeur exécutif, les personnes vivant avec le VIH-Sida, comment ils vivent cette maladie? Est-ce qu'ils ne sont pas stigmatisés quelque part? Merci Michel. Le RENU+, c'est le regroupement des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida qui couvre l'ensemble du pays. Donc de Dosso, Agadez, je pense Arlit, dans plusieurs localités quand même, nous avons des associations qui est des groupements de personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida. Il faut préciser. Infecté veut dire quelqu'un qui est directement concerné. Affecté, quelqu'un qui est concerné de façon affective, c'est ça? Indirect. Voilà. Les proches. Les membres voilà, de l'un des familles. Voilà, vous avez une sœur concernée, décédée. Vous avez suivi tous ces processus, vous l'avez accompagné, vous êtes affecté. Voilà. Donc, ces associations sont ouvertes aux personnes affectées ou infectées, aux personnes qui sont engagées dans la lutte. Donc, ce qui fait que... Donc, ce n'est pas forcément seulement les gens qui portent. Toutes ces personnes qui soignent, qui aident, pas forcément les personnes infectées. Voilà. Mais ils sont ouverts et aujourd'hui, nous avons plus d'une trentaine d'associations au niveau national. Et il y a un conseil d'administration qui est composé de personnes directement ou indirectement concernées par le VIH-Sida. Et en dehors de ça, il y a une direction pour coordonner les activités. Donc moi, j'ai la charge de coordonner les activités de ce réseau. Et comment le VIH-Sida est perçu au Niger, vous qui êtes souvent avec ces personnes VIH-Sida, qui portent la maladie? Voilà. La première perception par rapport à la stigmatisation et la discrimination, je dirais que les choses ont évolué. Quand on dit VIH-Sida, c'est l'autre. Quand on dit VIH-Sida, parce que la personne a fait ceci, a fait cela. Il y a toujours ce jugement fait sur les personnes vivant avec le VIH-Sida. Aujourd'hui, c'est qu'on remarque qu'il y a quand même une information que les gens ont compris beaucoup de choses par rapport au VIH-Sida. Beaucoup de travail a été fait dans le cadre de la sensibilisation pour que la population comprenne. Néanmoins,
on remarque toujours que les problèmes persistent. Les stigmatisations et la discrimination existent, que ce soit dans les milieux familial, dans les milieux communautaires, dans les services de santé, ce qui est bizarre aussi, hein, parce qu'ils sont formés pour éviter tout ça. On rencontre cette stigmatisation. Et au-delà, il faut voir que dans certaines situations, au niveau même institutionnel, on voit cette discrimination. Quand j'ai dit ça, je parle de ces dépistages qui se fait souvent sans informer la personne, dans les cas de recrutement. On peut dépister une personne, refuser quelque chose à la personne sans lui dire. Alors que le dépistage est anonyme et volontaire. Et volontaire, la loi interdit ça. Vous voyez? Donc, c'est des problèmes comme ça sur lesquels les personnes vivant avec le sida rencontrent. Aujourd'hui, tu vas voir un jeune qui se porte bien, qui n'a pas développé une maladie, qui ignore même son statut, parce que quelque part, peut-être c'est un orphelin du VIH-Sida, il a pris des risques. En tout cas, il ne sait même pas. Il suit un processus régulier pour être recruté dans un service. À un moment donné, la personne est bloquée, sans dire de quoi il s'agit. Ça crée des frustrations. Et sans compter aussi dans notre milieu de tous les jours. Je pense que ce soit dans la famille, même avec vous, dès que la personne parle du VIH-Sida, il montre qu'il travaille dans le milieu du VIH-Sida, vous avez quand même tout de suite quelque chose à dire. C'est ça, les stigmatisations. Et les stigmatisations résultent de la discrimination. Justement, par rapport à ça, quels sont vos efforts au niveau du RENIP pour mobiliser les gens à se faire dépister, et en particulier les jeunes, puisque c'est la tranche d'âge la plus touchée. Pas seulement les jeunes, les leaders de façon générale. La première action que le RENIP a eu à faire, il y a, juste après sa création, il y a 7 ans de cela, on a mobilisé des ressources pour cibler les leaders religieux. Ils sont écoutés. Souvent, parmi eux-mêmes, il y a ceux qui parlent mal du VIH-Sida, de l'ignorance. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris pendant 5 jours, on a formé ces personnes, on les a identifiés d'abord. Quels sont ces leaders qui sont écoutés? À travers les associations, à travers les personnes concernées, on dit, tel marabout, il parle. Voilà ce qu'il a dit autre là. On a fait une liste de 15-20 leaders. Et ils ont reçu une formation. Je vous assure, à la sortie de la formation, on a suivi les prêches. Il y a changement dans ce qu'ils disent. Ils ont compris beaucoup de choses. Parce que les stigmatisations... qu'ils n'avaient pas certains éléments pour être bien informés, bien outillés par rapport à la maladie. Les stigmatisations et la discrimination, c'est de l'ignorance aussi qui nourrit tout ça. Donc, lorsqu'ils ont compris certaines informations, je vous assure, leurs prêches a évolué dans le sens d'acceptation d'une personne malade, de façon plus générale. Comment vous arrivez à convaincre les jeunes à aller se faire dépister? Quand quelqu'un dit, par exemple, je vais aller me faire dépister, la société pose déjà le doute que cette personne soit déjà infectés par la maladie. Comment vous arrivez à sensibiliser les gens pour qu'ils acceptent le dépistage, puisque aller se faire dépister ne veut pas dire qu'on est porteur du virus. Voilà. Ce qui est fait aujourd'hui, nous, au niveau du RENIP, on a même créé un centre communautaire de dépistage communautaire dans les quartiers dans lesquels le RENIP a son siège. Une façon d'inciter les jeunes, des femmes et autres là, venir faire le dépistage. Parce que de vue, on ne sait pas qui est infecté, qui ne l'est pas. Et chacun peut appuyer un risque. Aujourd'hui, nous avons une génération des adolescents qui sont nés du VIH-Sida, qui ont perdu leurs parents, qui vivent avec. Ils sont nombreux. Et ils n'ont rien fait. C'est pour juger là. Ils sont nés, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Des parents qui sont décédés, on prend les enfants, on les positionne chez les grands-parents, dans les villages autres. Là. Ils ne savent rien. Ça grandit, ça commence à tomber malade. Et puis voilà. Donc il y a plein... On peut dire des préjugés. Des préjugés par rapport au VIH-Sida, sur lesquels nous travaillons avec des formations. On fait des formations aussi de jeunes leaders, de jeunes FADA. Et nous avons aussi des leaders du RENIP qui font des témoignages pour parler du VIH-Sida. Des gens qui se portent très bien, qui parlent du VIH-Sida, avec des groupes de jeunes pour les amener à se dépister. En se disant que le dépistage, c'est la porte d'entrée, comme l'a dit l'autre. Sans ça, on ne pourra rien faire. Merci beaucoup.
Docteur Diallo, coordonnateur du programme national de lutte contre le sida et les hépatites au Niger. On a vu toutes ces difficultés, tous ces problèmes. Aujourd'hui, s'il faut parler d'avancées, quelles sont les avancées réalisées au Niger et les efforts de l'État du Niger dans le cadre justement de la lutte contre cette maladie, le VIH-Sida? Ok, je vous remercie encore une fois de plus. Mais avant de répondre directement à cette question, permettez-moi d'ajouter un peu sur ce que M. Boubou vient de dire. Et par rapport, il a dit dans une de ses phrases, il faut que quelque chose soit fait contre la discrimination et la stigmatisation. Effectivement, étant le représentant de l'État, pour vous dire, n'est pas resté bras croisés. L'État a pris des mesures, c'est-à-dire le ministère en charge de la santé publique, de la population et des affaires sociales a adopté des mesures pour préserver les personnes vivant avec le VIH sur toutes les formes de discrimination et de stigmatisation liées au VIH et au risque de transmission du VIH. Quelles sont ces mesures justement? Alors, la ça protection, fait partie des efforts. Il y a même justement une loi. La loi numéro 215 de 2015-30 du 26 mai 2015 qui est relative à la prévention, à la prise en charge et au contrôle du virus de l'immunodéficience et de son décret d'application du 6 janvier qui proscrit, du 6 janvier 2017, qui proscrit toute forme de discrimination et de stigmatisation à l'endroit des personnes vivant avec le VIH. Tout individu qui se sent discriminé ou stigmatisé a le droit de porter plainte. Parce que c'est proscrit de les stigmatiser et de les discriminer. Parce que maintenant, le sida n'est plus une fatalité. Les gens vivent bien avec le sida. Les gens vivent bien avec le sida. C'est devenu comme n'importe quelle maladie. Il suffit de prendre ses ARV, ses traitements, comme l'a conseillé le médecin, et faire le suivi biologique, c'est-à-dire faire des prélèvements de sang régulièrement pour voir le niveau de virus dans le sang qu'on appelle la charge virale, jusqu'à un moment, la charge virale devient même indétectable. Ça veut dire que cette personne a le sida, il ne transmet pas le sida. Il y a des couples maintenant qui sont là, un a le sida, l'autre n'a pas. Mais pour ça, il faut le dépistage. Mais tout est dépistage. C'est à cause de ça on voit parfois certaines femmes enceintes, pour ne pas dire toutes les femmes enceintes, en tout cas qui se font consulter. On voit au niveau de leur carnet, il y a une partie réservée au VIH-Sida. Exactement. Cette activité au niveau de la consultation des femmes enceintes, ça s'appelle la PTME. C'est-à-dire on essaie de faire une protection de la transmission de la mère à l'enfant. Ça veut dire quoi? Si ces femmes qui viennent pour des consultations prénatales, c'est-à-dire avant l'accouchement, il sera nécessaire, c'est même dans leur bien, de faire ce test pour savoir si elles ont le virus ou si elles n'ont pas le virus. Si elles ont le virus, des mesures vont être prises aussitôt pour que l'enfant soit protégé. D'abord que cette femme même soit protégée parce qu'elle ne va pas évoluer au stade maladie et aussi sûr. Que l'enfant qui va naître soit aussi protégé. Donc vous voyez, c'est un double gain pour les femmes. Et il faut que les hommes comprennent ça, qu'ils acceptent à leurs femmes de faire ces tests. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Les gens pensent que c'est par des mauvaises pratiques seulement qu'on peut attraper cette maladie. Non. Non. On peut même, à travers certaines actions, on peut se faire par exemple piquer ou couper par un objet tranchant, souillé et qui est infecté ou bien qui a été utilisé par exemple le personnel médical. Un personnel médical peut se faire infecter sans savoir, malgré que des mesures sont prises ou bien des directives sont données aux praticiens pour savoir comment il faut faire pour ne pas se faire piquer ou bien pour ne pas se faire contaminer par des objets qu'on utilise. Voilà, donc je pense que ces mesures-là sont là. Donc on ne peut pas dire forcément que celui qui a le VIH, comme il a dit, a eu un mauvais comportement forcément. Non, non. Mais ce qui est bien, que vraiment que les gens cherchent à avoir leur statut. Ça ne coûte rien du tout. C'est un test gratuit, c'est anonyme, c'est volontaire et c'est confidentiel. Il y a toute une petite science derrière qu'on appelle, c'est-à-dire une sensibilisation qu'on appelle spécialement le counseling. À travers ce counseling-là, on donne à la femme tous les détails de ce qu'on veut lui proposer et les avantages pour non seulement elle. Souvent, quand on s'arrête à ça,
les femmes sont un peu sceptiques. Mais quand on les dira, les avantages aussi qu'elle trouvera pour son enfant qui pourra naître sans la maladie, là, vous voyez que beaucoup de femmes coopèrent. Est-ce que c'est effectif aujourd'hui Malheureusement, ce n'est pas effectif, mais beaucoup de pas ont été franchis. Ce n'est pas comme au début des premières années où il y avait beaucoup de réticents, mais maintenant, vraiment, on peut dire que les femmes sont en train de venir, mais ça ne suffit pas. Et pour vous dire, ce n'est pas seulement au niveau des femmes. Maintenant, on l'a dit, il y a la jeunesse, maintenant qui commence à être une cible un peu dangereuse pour nous, parce qu'au sein de la jeunesse, la tendance est en train de monter. Donc, il faut vraiment qu'on freine ça. Donc, comme eux, ils font des actions, au niveau de l'État aussi, au niveau du programme, on fait des actions ciblées au niveau des jeunes. C'est-à-dire, on choisit comme il serait mieux qu'entre eux, ils se parlent. C'est ce qu'on appelle la communication des pairs. C'est mieux qu'un jeune parle à un jeune, parce que quand un adulte parle à un jeune, souvent, la communication est un peu biaisée. Est-ce qu'il y a d'autres progrès qu'on peut noter ici? Les progrès, ça ne finit pas. Si je me mets à l'égrener ici, je crois qu'on ne va pas finir, mais il y en a beaucoup. Je peux juste vous donner quelques-uns. Par exemple, il y a l'adoption de la politique de décentralisation de la prise en charge qui a au niveau que l'État a initié, qui a permis de passer de 36 sites prescripteurs à 132 sites prescripteurs en 2020. Vous imaginez, de 36 à 132 sites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes vivant avec cette maladie sont mieux prises en charge? En tout cas, ils ont l'offre. Des différentes régions, voilà, et jusqu'au niveau des communes. Jusqu'au niveau des communes, il y a des structures qui sont là pour faire leur prise en charge. Il y a aussi des stratégies qui sont développées. Avant, quand on testait la personne, on se basait sur certains trucs pour certaines valeurs biologiques pour pouvoir commencer le traitement. Maintenant, ce n'est plus le cas. On demande de celui qui est testé aussitôt qu'il soit traité. Donc, vous voyez, ça ne laisse pas le temps à la maladie d'évoluer par négligence, soit du personnel de santé ou bien de l'intéressé lui-même. Aussitôt détecté, on vous met déjà sous traitement. Donc ça, c'est vraiment. Mais est-ce que c'est gratuit, tout le traitement, tous les médicaments le traitement est gratuit, gratuitement? Le traitement est gratuit. Les antirétroviraux sont disponibles? Les antirétroviraux sont disponibles. Vous savez, dans toute chose, il y a des hauts et des bas. Il arrive souvent à avoir des situations un peu tendues, mais n'empêche que vraiment, c'est disponible. On prend toutes les dispositions nécessaires. Même si c'est à notre niveau qu'il y a la rupture, on a la facilité ou bien la possibilité d'emprunter au niveau des pays voisins. Comme eux, pareillement, s'ils sont en crise aussi, ils viennent vers chez nous pour demander si on peut les traiter et on peut les donner quelques arrivées pour les dépanner. Donc voilà. Et l'autre côté, c'est aussi le bilan biologique. Parce que quelqu'un qui prend ce traitement, il est nécessaire qu'il soit régulièrement suivi par le personnel de la santé, c'est-à-dire qu'il vient régulièrement au niveau des structures de la santé, qu'on lui prenne le sang, qu'on regarde la charge virale, pour voir même l'évolution du traitement. Parce que souvent, les traitements, c'est des lignes. Tu peux ne pas bien répondre à tel traitement, donc on va te passer de la première ligne, tu peux aller à la deuxième ligne, des trucs comme ça. Donc c'est mieux il ne suffit pas de prendre les médicaments et aller disparaître dans la nature, non. Il faut prendre les médicaments, les consommer et revenir au rendez-vous que le personnel de la santé ou bien que les structures comme le programme conseil de faire dans la prise en charge. Merci beaucoup. Voilà. Docteur, on vous a bien compris, vous êtes le coordonnateur, je le rappelle, du programme national de lutte contre le sida et les hépatites au Niger. On a parlé de la contribution des leaders religieux, notamment dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida au Niger. On a parlé des difficultés, mais également des préjugés qui entourent le VIH au Niger. Certains leaders religieux acceptent de faire la sensibilisation. Je propose d'écouter Cheikh El Hadji Umaru Mohamed Bachir. Il est le président de l'Alliance des religieux pour le développement socio-éducatif, économique et sanitaire. Il est au micro du studio Kalangu.
Nous adhérons à la lutte contre le VIH-Sida à travers des sensibilisations qui sont menées dans un cadre religieux, parfois à travers nos différents prêches et parfois à travers les sermons de vendredi que nous menons. Aussi à travers les occasions annuelles telles que la journée du Sida et bien d'autres occasions qui nous permettent aussi de développer ceci. Ces méthodes de prévention, il y a d'autres qui sont directement acceptées par l'islam telles que l'abstinence et les actions à risque. Alors mon message va à l'endroit de tous les religions monothéistes et les autres religions traditionnelles aussi, de bien vouloir adhérer à notre idée afin de pouvoir ensemble sensibiliser la population et en parler. Quelle réaction donc, Monsieur Moustapha de l'ONU-SIDA à partir de cette intervention de Cheikh Bachir aujourd'hui, s'il faut parler de difficultés et obstacles à la lutte contre le VIH-Sida au Niger, quelles sont ces difficultés et obstacles? Ok, merci pour réagir vraiment à ces propos très édifiants du Cheikh Bachir. Il faut se rappeler que la lutte contre le VIH-Sida, c'est une lutte multisectorielle et multi-acteurs. Donc du coup, l'ensemble des acteurs de la société civile, des religieux, en plus des partenaires techniques qui sont en train d'apporter leur soutien. Donc l'adhésion de tout un chacun est vraiment nécessaire dans la lutte. Nous parlons de stigmatisation et de discrimination. Et ça me permet quand même de parler un peu de la journée dans le cadre de cette première journée mondiale de lutte contre le sida qui est célébrée le 1er décembre. Nous avons comme thème dédié à cette journée mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida. Donc pour se dire que les questions des inégalités là, ils sont de plusieurs ordres. Il y a des questions, il y a des inégalités d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre culturel et même d'ordre juridique. Si aujourd'hui nous avons tous ces acteurs sont en train de sensibiliser les gens. Et cette journée, c'est un forum auquel on profite pour sensibiliser les gens sur les informations que le sida existe, sur le développement de la science par rapport à cette lutte. Pour encore que les PVH, les personnes vivant avec le VIH ou affectées, donnent leur témoignage. Donc on profite pour partager les informations et mobiliser tous les acteurs. Donc c'est ça, donc dans ce cadre, c'est un effort conjugué qu'on est en train de faire de tous les sens et beaucoup plus quand on prend la réalité du Niger. Donc vous savez, les questions religieuses, donc en fait il y a l'ignorance qui est autour de ça. Si aujourd'hui les religieux acceptent de parler et acceptent de faire cette sensibilisation et ils voient ça de ce côté, je pense que c'est une grande contribution pour qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Merci beaucoup, Dr Magama de l'Organisation mondiale de la santé, OMS Niger. Avoir zéro infection de VIH-Sida au Niger, est-ce possible? Merci Michel pour cette question très pertinente et importante. Et comme vous le savez, au plan mondial, les dirigeants des pays du monde entier se sont engagés justement à éliminer le VIH-Sida comme problème de santé publique d'ici 2030. Donc cela suppose quoi? Cela suppose que nous mettions en place des stratégies efficaces pour arriver justement à tendre vers zéro nouvelle infection. Dans le cadre des ODD? Dans le cadre des objectifs de développement durable. Donc c'est important. Des stratégies à haut impact sont là. Elles sont connues de tous. Les programmes sont en train de les mettre en place. Et Dieu merci, la tendance a montré que d'ailleurs la prévalence a tendance à baisser au sein de la population générale. Et même quand vous prenez les sous-groupes que nous considérons comme étant les sous-groupes qui transmettent le plus l'infection, la tendance est à la baisse à ce niveau-là. Le nombre de nouvelles infections a beaucoup diminué ces derniers temps au Niger. Donc, si nous renforçons ces stratégies-là, nous pouvons en tout cas être sûrs de dire que nous sommes sur la bonne voie pour arriver à tendre vers zéro nouvelle infection. Comme ça. Nous savons qu'à travers les statistiques nationales, nous attendons à avoir 35 000 personnes vivant avec le VIH à cette période-là, n'est-ce pas? Malheureusement, nous avons pu dépister et mettre sous traitement 21 000. Donc, il y a un gap qui est là, qui est de 8 000 personnes qui sont dans la nature entre griffes et qui continuent à propager l'infection. Parce que toute personne qui est mise sous traitement, à partir d'un certain moment, quand le traitement est bien conduit, la quantité de virus dans son sang est réduite au maximum, ce qui fait que ça fait office aussi de prévention. Cela veut dire que même à un moment donné, la personne ne transmet plus la maladie. Elle ne transmet plus la maladie. Le risque est complètement minimisé. Il est quasiment nul parce que le risque zéro n'existe pas en toute chose, mais il est quasiment nul. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important que toutes ces personnes-là, ce gap
entre 21 000 et 35 000, c'est à peu près plus de combien, on va dire 14 000 personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Qu'on mette l'accent sur le dépistage justement pour pouvoir les identifier et les traiter efficacement afin de pouvoir tendre à cet objectif-là de 0 nouvelle infection d'ici 2030. Merci beaucoup, Monsieur Boubou du réseau des personnes vivant avec le VIH-Sida. Aujourd'hui, quels sont les vrais besoins ou de quelle assistance ont besoin aujourd'hui toutes ces personnes qui vivent cette situation et qu'est-ce qu'il faut faire de votre point de vue pour améliorer la lutte contre le VIH au Niger? Merci. Aujourd'hui, quand vous partez dans un centre de santé, vous allez dire que vous avez le palu. Vous sentez ça. Vous revenez à la maison, j'ai palu. C'est ça, non? J'ai le palu. J'ai tension. Mais est-ce que si c'est le HIV, la personne ne dira pas. Il va même préférer aller là où quelqu'un ne le connaît pas. Aujourd'hui, dans le cadre du traitement, tu vas voir une personne quitter Niamey pour aller jusqu'à Tawa, Zender, pour prendre son traitement. De la même façon, tu vas voir une personne quitter Agadez pour venir Niamey prendre le traitement. Ça ne vit pas bien. C'est une souffrance. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Pour dire que les stigmatisations et la discrimination. Une souffrance parce que tu as peur d'être indexé. Tu as peur d'être indexé. Ça veut dire que si la population met fin à cette stigmatisation, ça facilite la prise en charge. Tout ce que nous sommes en train de dire, s'il n'y a pas un environnement moins stigmatisant, on ne pourra pas réaliser. On a vu au plan mondial des leaders, parfois même des chefs d'État, qui expliquent que leurs enfants sont morts du VIH. Oui, il y a eu ça. C'est ce qui a révolutionné les esprits. Oui, c'est ce qui a révolutionné. Est-ce que c'est le cas du Niger? Oui, il y a des soucis à ce niveau. Aujourd'hui, nous, ce que nous cherchons, c'est le leadership de ces personnes qui viennent parler du VIH-Sida. Voilà, que c'est possible que la personne soit concernée, que telle personne est concernée, que je suis concerné. Parce que tout le monde est concerné. Si on arrive à faire ça, on va diminuer cette stigmatisation, on va rendre les choses plus faciles pour tout le monde, on va inciter les gens à aller se dépister. Ils sont nombreux aujourd'hui qui se cassent pour prendre les médicaments, qui se cassent pour aller prendre les médicaments. Pour prendre ça, il faut s'isoler. Personne ne sait. Tu ne peux pas partager l'information. Tu crains qu'on te fait du jugement. Combien de fois par jour le médicament? Non, aujourd'hui, les médicaments, qu'on prend une seule fois par jour. Voilà, deux fois. Avant, c'est de l'eau de médicaments, prendre 12 comprimés, 15 comprimés. Mais c'est à une heure précise de la journée, c'est ça? Oui, tout ça, là, aujourd'hui, la prise, quand même, c'est moins compliqué. Aujourd'hui, il y a même des molécules que les gens peuvent prendre. Pour tout le mois, par exemple. Voilà, donc, dans certains pays, on a commencé. Donc, pour ça facilite les choses, mais nous, on n'est pas arrivé à ça. On n'est pas arrivé à ça. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est inciter les gens à se dépister, à accepter que ça existe, à avoir des messages positifs. Et faire l'effort de prendre un médicament. Parce qu'on peut aller vers la fin du VIH-Sida. Merci beaucoup. Dr Gallo, nous terminons ce forum du studio Kalangu. Nous n'allons pas terminer sans donner des conseils quand même. Bien, merci. On peut bien vivre avec la maladie. C'est pas comme avant où quand on voit quelqu'un qui a la maladie, il est on se dit que c'est la mort dans 5 ans, 10 ans. Physiquement même, on voyait sur lui que vraiment celui-là est malade. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est des gens qui sont en bonne forme comme toi et moi, en tout cas de vue. Même si intérieurement, ils sentent un peu ce qu'ils sentent, mais ils vivent, ils sont comme nous. Donc, c'est ça, je dis, on peut bien vivre. Et puis, on peut bien vivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne suit régulièrement tout ce qu'on lui dit, le traitement, le suivi médical, il peut avoir la même longévité que quelqu'un qui n'est pas malade. Son espérance de vie, ça ne réduit pas du tout l'espérance de vie. Et les médicaments sont là gratuitement. Et par rapport à cette problématique, la question de la prise en charge, comment l'État du Niger peut arriver à convaincre toutes les personnes qui portent le VIH-Sida à prendre leurs médicaments sans problème? Alors, l'État, justement, c'est à travers le programme. C'est à travers le programme. Donc, nous, chaque année, on développe des stratégies. On fait un plan d'action annuel qu'on soumet à nos partenaires techniques, à l'État et à nos partenaires techniques. Dieu merci, ils sont là, ils nous écoutent aussi. Le Fonds mondial est là, l'OMS est là, l'UNICEF est là, les réseaux des personnes vivant avec le VIH sont en fait bref. J'ai oublié, je ne peux pas citer tout le monde, mais vraiment, on peut dire qu'il y a les accompagnements des uns et des autres, mais
que c'est encore insuffisant. On peut toujours augmenter. On peut toujours augmenter, surtout que l'objectif, c'est 2030. 2030, on a l'impression que c'est beaucoup d'années, mais c'est demain déjà. C'est pas loin 2030. Et c'est dès maintenant que les gens doivent prendre le taureau par les cornes. Ça, c'est à votre niveau. Il faut redoubler d'efforts donc. Pas à notre niveau seulement. On vous a dit que c'est une prise en charge transversale. Ça concerne tout le monde. Ça concerne les religieux. Justement, c'est pour poser cette question. Voilà. Qu'est-ce que les autres peuvent faire? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Bon, comme on l'a dit, le religieux a parlé. C'est-à-dire qu'il faut que les gens positivent cette maladie. C'est-à-dire qu'on ne doit pas considérer cette maladie-là comme un tabou. Ça doit être considéré comme n'importe quelle maladie qui existe. C'est comme n'importe quelle maladie. C'est-à-dire la personne va se dépister, la personne est malade, on lui donne ses traitements et tout est dans la discrétion, tout est dans l'anonymat. Personne ne saura, ce n'est pas parce qu'on vous a vu dans une structure sanitaire, mais vous pouvez être là pour un problème. Et quand la stigmatisation diminue, les gens ne verront pas de cette maladie une honte. Ils vont aller spontanément se faire dépister. Et quand ils se font dépister, il y a le traitement. On va les mettre sous traitement, on va suivre et ces personnes-là, ils peuvent Donc vous mourir de allez quelque chose. insister sur l'aspect communication. Beaucoup de communication, Merci. beaucoup d'accompagnement financier aussi, et beaucoup d'accompagnement des autres partenaires, des autres structures ministérielles pour vraiment nous accompagner dans ces sens. Merci, M. Moustapha. Des gestes simples qui sauvent contre le sida. On voit des affiches au niveau des établissements scolaires. Les conseils, c'est quoi? Donc le défi, c'est le financement national et domestique. Je pense que la partie nationale doit encore prendre ça comme étant priorité, comme l'autre l'a dit. Il ne faut pas qu'on mette ça au second rang. On doit redoubler davantage en termes de... L'État du Niger doit en faire une priorité. Oui, pour faire ça une priorité et vous allez et financer de plus, en plus de ce que les partenaires sont en train de faire. Au niveau des aspects techniques, aspects financiers, l'État doit encore mettre beaucoup plus la main dans la poche, comme on l'a dit. Merci beaucoup, Dr Mariama. Votre mot pour terminer, un appel si vous en avez. Oui, et l'appel en fait, c'est juste pour compléter ceux qui m'ont précédé par rapport à la prévention. La lutte, elle est institutionnelle, mais elle est aussi individuelle. C'est-à-dire au niveau de chaque individu, chaque citoyen doit adopter des comportements à moins de risque par rapport justement à cette infection à VIH-Sida. Nous savons qu'il y a 3 voies de transmission. Et essentiellement, d'ailleurs, pour nous, pour tout le monde, on va même résumer ça à 2 voies essentielles. La voie sanguine et la voie sexuelle. Par rapport à la voie sexuelle, c'est l'abstinence pour ceux qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. L'abstinence donc pour les jeunes qui n'ont pas de rapport sexuel. Ceux qui ont commencé à avoir des rapports sexuels, la fidélité, si c'est un couple qui est légal, du couple légalement marié, mais il faut que les 2 partenaires connaissent leur statut sérologique, qu'ils soient tous négatifs. En ce moment, ça peut protéger. Et maintenant, pour les autres qui ne peuvent pas être abstinents, qui ne peuvent pas être fidèles, il y a l'utilisation du préservatif qui peut être, une mesure sûre, en tout cas de prévention par rapport à la contamination. Maintenant, pour la voie sanguine, c'est tous les gestes de la vie quotidienne auxquels nous nous adoptons. Par exemple, se faire couper les ongles par un coupeur d'ongles ambulant. Il faut qu'on s'assure que le matériel qu'il utilise pour couper nos ongles est un matériel qui a été sécurisé, c'est-à-dire désinfecté. Et enfin, l'autre voie, c'est la voie de la mère à l'enfant. Faisons en sorte que toutes les femmes en âge de procréer ou qui tombent enceintes puissent accéder à la consultation prénatale et au cours de la consultation prénatale, qu'on leur propose de faire le test de dépistage, qu'elles se fassent dépister, celles qui sont positives, qu'on les mette sous traitement et qu'on fasse un suivi pour minimiser le risque de la transmission à leur enfant. Même au niveau de l'allaitement, on voit qu'on peut... Même au niveau de l'allaitement, c'est pour ça que je n'ai pas voulu aller dans le lait maternel transmet le virus. Tout à fait. Pour ce qui concerne la transmission mère-enfant, la transmission se fait pendant 3 moments, pendant la grossesse, pendant le travail, l'accouchement et enfin pendant l'allaitement. Donc, les agents de santé sont formés. Le statut de la femme, on peut mettre à l'abri l'enfant. Tout à fait, on peut mettre à l'abri à l'enfant. 100%, ce serait trop dire, mais en tout cas, le risque peut être minimisé à moins de 5%, voire même 1%. Donc, ce qui est une très bonne chose. Alors que si on ne fait rien, le risque peut être au-delà de 40%. Donc, vous voyez ce que nous pouvons gagner en termes de bénéfices par rapport à cette transmission mère-enfant. Merci beaucoup. Vous avez bien compris, chers auditeurs et téléspectateurs des programmes du studio Kalangu. Nous sommes au terme de ce forum qui a eu pour thème la lutte contre le VIH-Sida au Niger, défis et perspectives. Nous avons compris donc que le VIH-Sida est une réalité au Niger.
la prévalence est de l'ordre de 0,4%. Ça veut dire qu'en République du Niger, sur 1000 personnes, 4 personnes sont des personnes qui portent le VIH-Sida. Heureusement, la bonne nouvelle pour toutes ces personnes, c'est qu'elles peuvent être bien prises en charge car les médicaments sont gratuits. Mais le seul problème que nous avons, c'est qu'il y a de la stigmatisation, il y a des discriminations. Une fois qu'on apprend que quelqu'un est porteur du VIH-Sida, c'est tout un problème. Certains n'arrivent plus à rester chez eux pour prendre leurs médicaments. Il faut donc mener une bonne communication pour réussir à changer cette mentalité et faire en sorte que le VIH-Sida ne soit pas diabolisé, que ça soit une maladie comme toutes les autres pour que le Niger puisse être au rendez-vous de 0 cas de VIH-Sida à l'horizon 2030 prévu dans les ODD. Merci de nous avoir suivis. Merci, chers invités, d'avoir répondu à nos questions. Nos invités étaient Monsieur Boubou Mamoudou, il est le directeur exécutif du réseau nigérien des personnes vivant avec le VIH, RENIP plus Niger. Nous avons également comme invité Monsieur Moustapha Issa Moutari, il est conseiller à l'ONI-SIDA. Docteur Kampaïze Mariama Baïssa, elle est chargée de programme VIH-Sida à l'Organisation mondiale de la santé, OMS Niger. Et enfin, notre quatrième invité, c'est le docteur Diallo Nuhu Amadou, coordonnateur du programme national de lutte contre le sida et les hépatites. Nous disons également merci à Madame Issa Bibata, qui est la chargée de communication au niveau du programme national de lutte contre le sida et les hépatites, qui nous a beaucoup assisté dans le cadre de la réalisation de ce forum. À la modération, je suis Michel Deji. À la technique pour le son, nous avons Seine Isaka et à la réalisation vidéo, Mustapha Ayouba. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.